bienvenue à toutes et à tous les participants ce soir pour cette nouvelle webconférence initiée par la section Rhône-Alpes de Sciences Po Alumni sur le thème donc du pari de la confiance en période de crise. Donc une rencontre, une webconférence qui vient après celle du 7 avril dernier avec Franck Pagny à l'occasion de la sortie de son livre Vivement lundi, le plaisir au travail. Vous étiez aussi nombreux à suivre, vous étiez également nombreux à suivre cette rencontre. Moi-même, je suis François Pelletier, donc président de la section Sciences Po Alumni de Rhône-Alpes. Et comme vous le savez, notre rencontre ce soir se fera autour de l'intervention donc de deux professionnels des RH et pas seulement des RH. Donc, j'ai nommé Rebecca Berthoz, donc diplômée de Sciences Po 2004, directrice du cabinet lyonnais, donc Altitude Accompagnement, sophrologue et coach à Lyon, donc. Et puis, autre lyonnais de la soirée, Charles-Henri Deloy, diplômé de Sciences Po de 99, associé du cabinet Nemen Joumé, j'espère que je prononce bien, bien, François, à Lyon bravo. également, coach professionnel et formateur. Alors, je remercie aussi Mélène Flouret qui est avec nous, chargée de communication de l'association à Paris et qui est intervenue et intervient en appui ce soir, et en appui technique, mais pas seulement en appui technique. Donc, nous aurons environ 30 minutes d'intervention de Rebecca et Charles-Henri. Et donc, pour respecter le timing qu'on s'est donné, donc, et ça nous emmène jusqu'à 19h, 19h10, on va arrondir. Et ensuite, on aura à peu près aussi 30 à 40 minutes maximum pour les questions et commentaires. Je demande à tout le monde, à toutes les participantes et participants, de garder leur micro coupé pendant les interventions et même après éventuellement pour ne pas créer trop de perturbations. Et vous pourrez poser vos questions, bien sûr, comme d'habitude pour ces webconférences, par le chat, par l'onglet Converser. Avant de passer la parole donc, aux intervenants, je remets rapidement en perspective le thème de la soirée, en reprenant aussi des éléments de l'invitation. Donc, très rapidement, on avait rappelé que les Français expriment beaucoup plus que d'autres leurs inquiétudes face à la crise sanitaire et économique que nous traversons. Ainsi, la dernière étude du Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, a montré clairement que nos voisins allemands et britanniques appréhendent avec une plus grande confiance les événements comme les décisions et orientations prises par leurs gouvernants dans ces circonstances exceptionnelles. Et nous avions fait référence d'ailleurs à l'éditorial tout à fait percutant de Pascal Perrineau dans une récente newsletter des alumni Sciences Po. Et puis, petit clin d'œil à l'actualité, il y avait également le président de la République, Emmanuel Macron, hier soir, dans un grand reportage sur BFM, qui s'appelait Au cœur de l'Élysée, qui a aussi parlé de la société de défiance. C'était aussi intéressant de ce point de vue. Voilà, les Français sont eux donc dans un sentiment de défiance. Celle-ci traverse toutes les strates de la société, à titre politique, à titre individuel, mais également dans le monde de l'entreprise. Et donc, c'est Charles-Henri qui va traiter le premier cette thématique ce soir. Charles-Henri, c'est à toi. Merci. Alors, j'aimerais vous faire travailler pour commencer parce que vous allez voir, nous, notre conviction, c'est que le pari de la confiance, même pour les Français, est possible. Mais on aimerait partir de votre représentation à vous. Donc, j'aimerais que, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous puissiez noter les mots qui vous viennent spontanément pour définir la confiance. Alors, si vous voulez bien le faire dans le menu Converser de Zoom, c'est à vous, 1 ou 2 minutes pour dire au fond ce qu'est pour vous la confiance. Alors, espérance, honnêteté, échange, être positif, transparence, croyance. Transparence 2 fois, loyauté. Anticipation du succès, bienveillance, fidélité, partage, une nouvelle fois. Compréhension, adhésion, réciprocité, waouh. Ouverture. Super, merci beaucoup. Assurance, fiabilité, liberté, justice,
je ne vais pas lire tous vos mots, mais en tout cas, vous pouvez les garder sous les yeux. En tout cas, force est de constater que le vocabulaire, les mots que vous avez identifiés sont plutôt des mots qui sont tournés vers le futur, qui sont plutôt positifs. Alors, on voulait partir avec vous d'une première idée, c'est que faire le pari de la confiance, c'est comme consentir en fait à vivre une traversée. Une traversée qui, comme un deuil d'une certaine manière, passe par des étapes. C'est ce que nous enseigne cette courbe du changement d'Elisabeth Kübler-Ross, qui est bien connue. Mais on voit, après une crise comme le Covid-19, nous avons collectivement et individuellement à passer par différentes phases qu'il ne faut pas rater. La première de ces phases, elle est plutôt descendante. Alors vous avez tout de suite été dans la phase ascendante, mais il y a une phase qui est descendante, puisque avant d'entrer dans la confiance, j'ai déjà besoin d'accueillir ce qui est plutôt négatif, ce qui est plutôt tourné vers le passé, qui a été d'abord un choc, un déni, peut-être de la colère, de la peur et de la tristesse. Cette phase-là est nécessaire et c'est à partir d'elle que dans un deuxième temps, je peux me tourner vers la confiance qui passe elle aussi par une phase qui est cette fois-ci montante, qui passe par l'acceptation, le pardon et qui nous amène vers une nouvelle sérénité, une forme de renouveau. L'idée de notre propos, c'est entre guillemets de ne pas griller les étapes après le choc que nous venons de vivre. Et donc avec Rebecca, on voudrait insister particulièrement sur 3 étapes vers la confiance. La première, c'est accueillir les émotions. On va insister notamment sur la peur et le doute. La deuxième, c'est l'acceptation de la situation qui passe par un changement de regard. Et puis la troisième, c'est le passage ou le repassage à l'action. Alors, on s'est donné 3 objectifs en préparant cette intervention, c'est de dire, pour chaque étape, c'est essayer de comprendre ce qui se joue, identifier des outils pour moi personnellement, quels sont les outils, quelles sont les ressources que je vais pouvoir utiliser pour entrer dans la confiance. Et puis, on a voulu aussi se placer du point de vue collectif, c'est identifier des actions qui vont plutôt nous aider du point de vue managérial, dans la gestion des équipes. Alors, je cède la parole à Rebecca qui va nous parler de l'accueil des émotions. Oui, merci Charles-Henri. Effectivement, donc la première étape qui est dans cette courbe, vous l'avez vu, celle qui permet en fait le rebond et qu'on a tendance à sauter, c'est cette étape où finalement on s'autorise à traverser, mais aussi on s'autorise à sortir de tout ce qui va s'éveiller en termes émotionnels. Et parfois, justement, ces moments où on est dans la défiance, où on reste on reste en fait dans des situations de lutte, ou de fuite, qui sont les comportements instinctifs, qui sont des comportements profondément émotionnels. On n'est pas dans la même partie du cerveau qui s'éveille, puisque dans ces moments de changement profond, c'est des réflexes de survie qui s'installent. Et donc, notre physiologie, notre mécanisme de survie va mettre en branle une autre façon d'être, où il y a tous les warnings qui s'allument. Et donc, cette étape-là, finalement, elle est essentielle, elle est adaptative. Elle est aidante en soi parce que c'est notre mécanisme de survie, c'est ça qui fait qu'on est le résultat de l'espèce, qu'on a survécu à cette crise, mais aussi à toutes les autres qu'il y a pu avoir avant. Mais on a besoin de pouvoir justement la traverser, comprendre en quoi ces émotions viennent nous alerter de certaines choses qui peuvent être des dangers, et à partir de ça, agir et reconstruire. Alors, qu'est-ce qui est fondamental là-dedans, comme message en tout cas qu'on avait envie de vous passer, c'est qu'on est dans les grandes écoles, les Sciences Po, etc., dans les managers, on est encore beaucoup dans cette culture-là. En France en particulier, on est la culture de Descartes, je pense donc je suis. Et donc, ça nous semblait important de rappeler que là-dedans, dans ces étapes-là, qui viennent ébranler profondément notre confiance, on doit se rappeler que peut-être qu'on pense, donc on est, mais on sent aussi, donc on est. Et que cette partie-là, aujourd'hui, elle est validée par les neurosciences. J'ai mis en bas la référence d'Antonio Damasio qui a écrit L'erreur de Descartes, puis un certain nombre d'autres ouvrages vraiment sur cette part des émotions qui est finalement le complément, la deuxième jambe de la raison, de la part raisonnable et raisonnée. On sait aujourd'hui que la raison sans émotion n'existe pas.
J'ai aussi cité l'ouvrage de Alain Berthaud sur la décision, qui a aussi montré justement qu'une décision sans émotion est une décision absurde. Et donc, on commence vraiment maintenant, grâce à tous ces travaux profondément scientifiques, à comprendre que les émotions ont un rôle essentiel. Et donc, les accueillir, les identifier, non pas comme des ennemis ou comme des choses qu'il faudrait faire taire, on nous a beaucoup appris ça dans nos éducations, dans notre mode de fonctionnement, mais que ce sont des signaux protecteurs et qu'on peut se mettre en lien avec ça, qu'elles viennent nous raconter quelque chose sur un besoin, sur une envie, sur la sécurité ou d'autres choses qui pourraient s'éveiller en nous et qu'on peut les prendre comme un élément du contexte qu'on va ressentir dans son corps. J'ai mis à droite cette illustration assez marquante, justement, des émotions que j'aime beaucoup, où il y a eu une série d'IRM qui ont été réalisées sur un panel à l'université aux États-Unis sur justement les différentes émotions qui sont universelles. C'est une des rares choses qui traversent les cultures, les langues, et qui montrent par cette image que finalement les émotions s'impriment à différents endroits dans le corps. Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut se dire tout ce qu'on veut, mais ces choses sont là. Et donc, cette première phase d'accueil, vraiment de rencontre de ce qui se passe en nous, dans cette partie intime de nous, elle est essentielle et on ne l'a pas appris. Si tu veux bien passer à la diapositive suivante. Merci. Donc moi, je voulais vous partager un élément justement pour envisager cette mise en lien, cette découverte de ce qui se passe en nous, dans quelque chose qui ne soit pas cognitif, de l'ordre du raisonnable, mais plutôt de cette sensation qu'on peut avoir à l'intérieur. Pour moi, un outil exceptionnel, c'est la méditation de pleine conscience, qui est une forme de méditation laïque, adaptée aux sociétés que nous avons aujourd'hui, les sociétés occidentales, à l'entreprise, ça se développe dans les hôpitaux, on est dans quelque chose qui est totalement nettoyé des appareils de croyances, des représentations idéologiques, etc. Et en quoi c'est un outil qui est intéressant pour se mettre en lien avec ces émotions dont on parlait, c'est que par la pleine conscience, on va simplement se mettre en lien avec, on va apprendre, c'est un peu comme quand on apprend aux enfants les poésies à l'école pour muscler leurs muscles de la mémoire. Mais finalement, la pleine conscience, c'est un peu la même chose, c'est se poser avec soi et apprendre à venir sentir ce qui est là sans le juger. On apprend à revenir dans l'instant présent. Notre cerveau, dans des étapes un peu de crise comme ça, il va passer son temps à aller dans le passé et à projeter dans le futur. Et puis, il est très, très fort pour le faire dans le scénario du pire. Donc là, dans la pleine conscience, on va sortir de ça, on va dire je ne vais pas là-dedans. Pour l'instant, je vais juste me mettre en lien avec ce qui est présent. Et donc, on va se mettre dans cette notion de l'instant présent par quelque chose d'assez simple conceptuellement, mais qui n'est pas forcément simple à vivre quand on n'y est pas exercé. C'est cet instant présent, ici et maintenant. Ici, à quel endroit je suis, je sens mes fesses sur la chaise, je sens ma respiration, je sens l'air sur ma peau, des choses très, très factuelles, mais qui font que je vais sortir du mental et aller me mettre en lien avec ce qui est à l'intérieur, sans rien construire. On va s'exercer à la non-attente. On passe notre temps, j'ai mis cette citation de Kabat-Zinn qui dit que la souffrance émerge de l'écart entre les attentes et la réalité, et que sans attente, la souffrance disparaît. Si on vient sur ce moment de crise, je vous laisse les uns les autres revenir dans ce qui a pu s'éveiller en vous à ce moment-là, à titre personnel ou comme professionnel, sur ce qui pourrait se passer. C'est la construction de comment les choses devraient être qui vient creuser l'écart avec la situation que je vis ici et maintenant, la crise. Et donc, il y a un fossé, une différence entre ces deux éléments. Et cet écart-là fait que je vais installer un jugement que ça n'est pas comme cela devrait être. Voilà, et donc en pleine conscience, on va essayer de sortir de ça et juste se mettre en lien avec ce qui est, en ne se laissant pas envahir par les projections et les constructions de ce que j'avais pu imaginer ou de ce que j'imagine qui serait bien, mieux. Donc on s'ouvre finalement à ce qui est là, en étant dans l'accueil de l'expérience.
Et un dernier point qui est essentiel et finalement qui nous aide aussi à être dans cet accueil neutre et bienveillant, c'est l'esprit du débutant. L'expérience est quelque chose de profondément positif dans l'entreprise. On le valorise parce que c'est ce qui nous permet de savoir, d'anticiper, de prévoir, etc. De pouvoir apporter ses équipes parce qu'on a déjà vécu. Mais l'expérience, c'est aussi ce qui va faire que notre cerveau va automatiquement segmenter, cibler, faire le tri tout seul et enlever toute une partie de la réalité par l'effet de l'expérience. Et en fait, dans la pleine conscience, on va revenir dans cet esprit du débutant. Et si je m'ouvrais simplement, si je regardais la situation comme si c'était la première fois, comme si j'étais un nouveau-né qui arrive là, et que je n'avais pas idée que un virus était quelque chose de désagréable ou de négatif ou de dangereux. Ou que ça pouvait avoir des conséquences catastrophiques parce que tout de suite, je me dis qu'on me parle des crises antérieures, etc. Toutes ces choses qui viennent abîmer ma confiance. Si je m'ouvrais simplement à vivre cette expérience comme si c'était la première fois. Voilà. Et donc, cette invitation à explorer la pleine conscience comme un outil, vraiment une pratique qui peut me permettre, d'une part, de me mettre en lien avec ce qui est présent en moi, un petit peu comme une petite météo finalement. J'apprends à écouter ce que je ressens et pas ce que je pense. Et à me mettre en lien avec ce qui est à l'extérieur de moi, mais dans une autre posture, dans un autre processus. Voilà, donc ça, c'est l'invitation. Je ne sais pas si les uns ou les autres avaient déjà exploré cette approche-là. Mais voilà, c'est un outil qui me semble excessivement adapté à la période qu'on a en individuel et en collectif. Alors, ce qui est vrai pour la personne, c'est aussi vrai pour l'équipe. Et donc, nous avons besoin d'accueillir la peur, le doute, nos émotions en équipe. Et pour ça, l'enjeu, c'est de pouvoir libérer la parole. En fait, pour bon nombre de dirigeants d'entreprises, de managers, il y a un enjeu en ce moment, c'est un petit peu de rattraper le temps perdu. Parce que il s'est passé 2 mois complètement anormaux, entre guillemets. Et donc, on a envie de s'y remettre. On a envie de se remettre à produire. Et puis, c'est une nécessité. Et donc, la tentation peut être forte de repartir directement avec nos équipes dans le dur, comme s'il ne s'était rien passé d'une certaine manière entre le 17 mars et le 11 mai. Or, il s'est passé un choc majeur et un choc inédit que chacun a vécu à sa manière sans que nous ayons les uns et les autres forcément la perception de la façon dont chacun l'a vécu. Cette information, nous ne l'avons pas forcément. Et en tout cas, on peut faire l'hypothèse que ceux qui reprennent le chemin du bureau, si je prends une image, c'est un peu comme des patients qui ont subi une espèce d'anesthésie générale qui a duré 2 mois. Donc, ils reprennent le chemin du bureau, ça va mieux quand même, mais ils sont encore peut-être un peu groggy, voilà. Et puis, ils sont peut-être aussi un peu anxieux d'une possible rechute. En tout cas, de ce choc et de ses effets, nous avons besoin de nous parler en équipe. Et donc, il est essentiel pour des dirigeants et managers dans cette phase de reprise d'offrir à leur équipe un espace-temps pour se parler, pour échanger sur ce qui nous fait peur, éventuellement ce que nous craignons pour l'avenir. Pourquoi c'est essentiel ? Parce qu'il y a des choses qui sont implicites, qui ont besoin d'être explicitées. Quand je peux dire ma peur, je commence à entrer dans la confiance parce que je mets la peur à distance. Dire sa peur, c'est au fond dire ce qu'est le réel pour moi. Et les autres disent aussi, les autres membres de l'équipe disent aussi ce qu'est le réel pour eux. Et donc, ça nous permet de prendre conscience de l'écart entre notre perception du réel et la réalité. La peur porte en fait sur l'imaginaire. Et c'est la réalité qui a le pouvoir de montrer que justement, l'imaginaire n'est pas la réalité. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est lié à l'ouverture de ces espaces-temps pour parler. C'est qu'en fait, nos liens collectifs d'équipe se sont distendus il y a 2 mois. On parle beaucoup des bienfaits du télétravail et de la vie qui a continué. Bien sûr, nous nous sommes adaptés, mais il est évident qu'il y a comme une distanciation qui s'est faite aussi sur les liens de travail. Et donc, ces liens ont besoin d'être retissés. Et donc, pour ce faire, au fond, cet espace
temps va permettre d'écouter la perception de l'autre et d'être écouté moi-même. Et ça, c'est effectivement, évidemment, un grand facteur de cohésion. Alors, si je me place juste pour finir sur ce point, du point de vue des dirigeants et managers à cette étape d'accueil des émotions, en fait, c'est une posture qui n'est pas très évidente, hein, qui est tout en finesse, mais qui nécessite à minima vraiment de parler vrai. Parler vrai, c'est ne pas minimiser la situation, ce qui est compliqué, ce qui est devant nous, mais ne pas dramatiser non plus, hein. Et donc, un conseil, c'est donner régulièrement de l'information factuelle aux équipes sur la situation de l'entreprise. Alors maintenant, on va passer sur un deuxième plan qui est, certes, il y a l'accueil des émotions, c'est une première phase. La deuxième phase, c'est de poser un regard neuf et changer de regard. Absolument. Et pour changer de regard, ce qui est important, c'est de prendre conscience que notre regard est biaisé. Je voulais vous partager avec vous les fondamentaux, hein, les fondements aujourd'hui de ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, qui ont été mises en exergue par deux psychologues, hein, Beck et Ellis, américains, qui ont démontré, qui ont expliqué que notre regard, notre lecture du monde, de soi, des autres, des événements, était lié à un processus finalement de simplification cognitive. C'est-à-dire que c'est comme si on avait des lunettes qui s'étaient petit à petit fabriquées devant nos yeux et qui faisaient qu'au fil justement de l'expérience dont on parlait précédemment, au fil aussi des apprentissages, hein, des cultures, en fonction des expériences qu'on a vécues, des échecs ou des réussites, on a petit à petit construit cette carte, cette représentation de ce qui peut se passer, de ce qui doit se passer, et c'est quelque chose qui vient finalement au quotidien nous permettre de prendre des décisions rapides, de ne pas être tout le temps en train de se poser des questions sur tout un tas de choses de l'ordre du mouvement le plus simple, hein. Je n'ai pas besoin de me poser la question de comment je vais faire pour bouger ma main pour la mettre là. C'est un peu la même chose pour quand je suis dans une réunion ou quand je suis face à un événement. Tout un tas d'informations sont traitées automatiquement. Hein, c'est ce qu'on appelle un processus simplex, les complexes, c'est un processus de simplification. Et donc, il vient filtrer la lecture de la réalité. La plupart du temps, c'est aidant. Mais il est un certain nombre de situations où ça n'est pas aidant. Et le manque de confiance, hein, l'absence ou la perte de confiance, comme on peut la vivre là dans les types d'événements qu'on traverse, mais aussi hein, plus largement dans les questions qui sont relatives à l'image de soi ou des autres, hein, on peut élargir à la situation actuelle, c'est le même fonctionnement, c'est le fruit de certaines croyances, de certains biais de lecture qui sont inadaptés. C'est un peu comme si on avait une vieille bibliothèque qu'on avait garnie au fur et à mesure du temps et dans laquelle on a en fait des vieux bouquins qui nous racontent des trucs qui ne sont plus du tout adaptés et qu'on continue à utiliser pour lire hein, avec nos lunettes la situation. Pourquoi c'est important? Si tu veux bien avancer la diapo suivante. Merci. C'est que la plupart de ces biais sont ce qu'on appelle des biais de négativité. Alors, les croyances et les biais, c'est les deux pendants, hein, on va faire très simple, les deux pendants d'une même logique. La croyance, c'est comme s'il y avait un petit nuage qui était au-dessus de votre tête et qui pleuvait, qui venait filtrer la façon dont je vais lire les pensées. Là, en ce moment, vous avez tous des pensées en fonction de ce que je vous raconte, hein, ce qu'on appelle les pensées automatiques. Tout élément vient générer une façon, un traitement, on génère des milliers et des milliers de pensées à la seconde. Et donc, ces pensées sont formaté par ce petit nuage qui flotte au-dessus de ma tête. Les biais, ça va être la même chose, mais en dynamique. Hein. Donc, en gros, du coup, avec ce corpus de croyances, non pas religieuses, hein, bien sûr, mais de croyances sur le monde, sur moi ou sur les autres, du coup, je vais avoir des comportements, des réactions biaisées. Eh bien, ces biais, ces croyances sont très souvent dans des rapports de négativité qui jouent énormément sur la perte de confiance. J'ai mis quelques exemples. Hein, on va remarquer la douleur, pas son absence. On va remarquer la grève, pas le bon fonctionnement.
On va remarquer le confort, mais on le remarque quand on n'en a plus eu. La mauvaise queue n'est pas la bonne. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont des adeptes d'avoir toujours la mauvaise queue ou toujours le feu vert, le feu rouge, pardon. En fait, ça n'existe pas. Simplement, le cerveau va sélectionner toutes les fois où il y a eu les choses désagréables ou inconfortables, et il va tellement considérer que c'est normal quand ça se passe bien qu'il ne l'enregistre pas. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça fait grossir le phénomène, la mémoire des choses qui n'étaient pas agréables, et à l'inverse, ce qui est positif n'existe pas, n'est absolument pas intégré, enregistré et disqualifié. Il y a d'ailleurs un biais que j'ai mis ici, absolument au péage de l'autoroute. On n'a pas de mauvaise étoile au péage, c'est juste notre lecture du monde, notre lecture de la situation qui disqualifie toutes les fois où on l'a eu. Donc voilà, je vous ai mis ces listes de biais et croyances parce que prendre conscience de ça, de cette lecture qu'on a, qui est parfois biaisée, qui est simplement « ah ben tiens, je ne peux pas imaginer qu'il y a des bonnes décisions qui sont prises. Je ne vais voir que les décisions qui sont remises en question, par exemple. Ou je ne peux pas imaginer que ce qui se passe soit autre chose qu'une catastrophe. Je vais imaginer des contraintes qui n'existent pas et qui du coup vont rendre impossible le fait que les choses se passent bien. Je vais avoir mon attention qui se focalise sur c'est le biais de Halo, sur une petite chose qui prend tout l'espace, et donc finalement tout ce qui va bien, tout ce qui se passe est abîmé et englobé, enveloppé par le halo de cet petit élément, de cet élément précis, qui peut être désagréable, mais qui va effacer tout le reste. Voilà. Donc tous ces biais, toutes ces représentations viennent abîmer, modifier, moduler, et donc c'est intéressant de rechercher quand on est dans un moment où on se sent dans un moment de perte de confiance, est-ce que je suis en train de regarder la réalité telle qu'elle est, ou est-ce que je suis en train de me figer sur quelque chose de très spécifique? Est-ce que je peux changer de regard? Voilà, donc pour ça, ce que je vous propose, c'est de vous entraîner à muscler les lunettes du positif. Faut savoir que se concentrer sur le négatif, ça coûte cher. Un événement, une remarque négative va être compensé, ça on est dans les études des réactions physiologiques et cognitives, par 3 événements positifs. Alors ça joue quand on est dans les équipes, ça joue de soi-même avec soi-même. À chaque fois que je me fais une critique ou je me dis que c'est affreux ou que les choses vont mal se passer, il faut imaginer qu'il faut se dire 3 fois quelque chose de positif pour que ça vienne rééquilibrer. C'est la même chose avec les enfants d'ailleurs, si certains d'entre vous sont parents. On sait aussi que l'activité cérébrale est boostée par les images négatives, donc on consomme de l'énergie concrètement, on sécrète beaucoup plus d'hormones, donc on va se fatiguer en fait dans cette négativité. Et en plus, la négativité va nous mettre en stress, en hypervigilante, activer ces mécanismes de lutte et de fuite, et donc on active la boucle. Et au lieu d'avancer sur la courbe du changement, on va revenir et on va tourner dans la première partie de la boucle. Donc pour revenir à l'équilibre, moi ce que je vous propose, c'est de pratiquer seul, en famille, au travail, ce qu'on appelle la pensée positive. Il n'y a rien de très compliqué. Alors ce n'est pas la psychologie du bonheur, la pensée positive, c'est vraiment un outil qui va nous apprendre à poser notre attention et à valoriser ce qui fonctionne bien et ce qui fait sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir une pensée sur quelque chose où je vais ressentir une émotion, une peur, ou quelque chose qui va me mettre en doute, je vais essayer de pouvoir mettre en face quelque chose qui va pouvoir activer la vision positive, juste pour pouvoir rester dans ce principe d'équilibrage et pas laisser les biais de négativité prendre toute leur place. Un petit exercice que je vous propose simplement de faire là maintenant, juste pour essayer, pour se lancer, parce que vous verrez, ce n'est pas très compliqué, c'est peut-être chacun de prendre 1 minute pour lister, alors vous pouvez le faire en conversation, vous pouvez le faire juste pour vous-même, 3 choses positives qui se sont passées dans votre journée. Et ces choses positives, vous verrez que ça peut être des petites ou des grandes choses. Si toutefois vous avez des pensées qui vous traversent, qui viennent vous dire mais il n'y avait pas grand-chose, ou c'était difficile, ou je ne vois pas. Ça peut être l'odeur d'un bon café, ça peut être j'ai bien ri avec un collègue, ça peut être tout un tas de petites choses, une lumière. Mais juste, prenez ce temps-là d'aller les
les identifier, être en défaut. Voilà, je vous laisse prendre ce petit temps de retour à vous pour pouvoir faire cette petite exploration. Voilà, on a eu des bons repas, du soleil, des belles fleurs. Voilà, moi si je le faisais, là je vous partagerai la belle lumière du soleil que j'ai en face de moi, qui se couche sur les vignes. Puis la gratitude en faire un formateur qui m'a formée aujourd'hui. Et le plaisir de me promener à la pause déjeuner. Voilà, on a du soleil, de la douceur, des amis. Ok. Alors pour ceux qui n'ont pas partagé, je vous invite à juste le noter pour vous et puis peut-être justement à pouvoir le faire au quotidien. C'est un super exercice à faire en famille aussi ou en équipe, tout simplement. Mais déjà, rien qu'avec soi-même, faire les 3 petits post-it, les 3 plus chaque soir, en se brossant les dents, plutôt que de laisser l'esprit vaquer. Merci Rebecca pour cet exercice. Moi, je voudrais vous proposer de vous placer à nouveau du côté de l'équipe, puisque en équipe aussi, pour entrer dans la confiance, il y a une question de porter un regard appréciatif sur la situation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot? J'aimerais vous dire 2 mots d'une méthode originale qui s'appelle l'appreciative inquiry ou la démarche appréciative en français. Et je voudrais vous proposer un exemple concret à partir de cette méthode que vous pourriez faire en équipe à la sortie du confinement. Alors, le mot appréciatif, ça vient d'une méthode originale qui s'appelle l'appreciative inquiry. Son postulat de base, comme je vous l'ai écrit, c'est vraiment de sortir de l'opposition positive-négative, sans négliger ce qui ne va pas dans nos équipes, sans négliger nos problématiques. C'est d'apprendre à explorer, à découvrir, à étudier ce qui va bien, ce qui nous donne de l'élan, même en potentiel, pour mieux le déployer à l'avenir. Alors, face finalement à tous les problèmes que peut poser l'après-Covid, au fond, une démarche classique et rationnelle, ça va consister à identifier des problèmes, analyser les causes de ces problèmes, trouver des solutions logiques et développer un plan d'action. Bon, c'est très bien, je ne veux pas du tout disqualifier ce type de démarche. Simplement, ces démarches génèrent généralement peu de motivation parce que insister sur nos dysfonctionnements, sur nos manques, sur nos limites, alors que vous donnez le maximum, que généralement c'est d'autres qui vous pointent le doigt là où ça ne va pas, en fait, ça ne génère pas vraiment de la motivation, ce n'est pas très marrant. La démarche appréciative, elle, propose une approche un peu différente qui est non pas d'identifier les problèmes, mais d'apprécier ce qui existe déjà, ce que nous faisons déjà bien, pour imaginer ce que nous pourrions faire, ce qui pourrait être dans une phase qu'on appelle dream, le rêve, et à partir de là, d'échanger sur finalement comment ça pourrait être. On va rentrer dans une phase de design, de prototypage, au fond, à partir de ce qui va bien, comment est-ce que ça pourrait être. Et l'étape d'après, ça ne sera pas de monter un plan d'action, mais ce sera d'innover, de transformer ce qui pourrait être en ce qui sera. Alors, pour vous donner un exemple concret que je vous propose de vivre en équipe à la sortie du confinement, vous pouvez faire en équipe l'exercice suivant, en y répondant d'abord individuellement et collectivement. Première question, c'est quelles sont les ressources insoupçonnées que j'ai découvertes en moi et dans l'équipe pendant ce confinement? Deuxième question, quelles sont les forces sur lesquelles nous pourrions continuer à nous appuyer, sur lesquelles nous allons pouvoir continuer à nous appuyer? Et puis, troisième question, à partir de là, quels souhaits nous faisons pour l'avenir? Vous y répondez dans cet ordre-là et je vous invite vraiment à faire cet exercice. Vous verrez, le résultat est assez décoiffant en général. Alors, on arrive à la troisième étape. Une fois qu'on a changé de regard, l'idée, c'est quand même de ne pas en rester là, c'est de passer à l'action ou de repasser à l'action.
On ne t'entend pas, Rebecca. J'ai pas allumé le micro, pardon. Ah, voilà. Pour repasser à l'action, finalement, le message que j'ai envie de vous passer, c'est la chose qui peut nous empêcher de repasser dans ce mouvement, c'est nous-mêmes. Hein, la fuite, c'est un mécanisme de survie. C'est le principal mécanisme qui reste, qui laisse ancrer ce manque de conscience. On a parfois tendance à s'empêcher d'agir parce qu'on imagine que l'action est tout de suite très grande. Et ça fait peur, ça, parfois. Je ne sais pas comment les uns et les autres vous avez abordé le déconfinement, mais se projeter dans ce qui allait changer peut laisser parfois tout de suite l'espace à des choses énormes qui semblent du coup très compliquées et qui vont enclencher à nouveau, on ne revient pas sur le processus, toute la petite boucle qu'on a pu décrire. Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir peut-être comparer comment vous voyez, comment vous vivez les choses telles qu'elles se passent maintenant, par rapport à ce que vous avez pu imaginer. Parfois, justement, dans le fait de vivre l'expérience, des petites actions, des petits pas qui vont nous permettre de repasser dans une action, l'expérience, elle est souvent différente, en tout cas, de ce qu'on a pu imaginer. Et donc, cette question de la petite action, des étapes et de l'accessibilité de ces actions est essentielle pour pouvoir avancer. C'est un peu comme si on était devant un escalier et qu'on nous disait « allez, saute ». J'ai pas d'élastique, j'ai juste besoin d'un escalier. Voilà. Il y a aussi cette notion de relativiser ses échecs, finalement. S'ouvrir, reprendre confiance et aussi se dire je vais essayer. Je vais essayer et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Je ferai autrement et j'aurai appris aussi du fait que cette nouvelle chose que j'aurais tentée n'aura pas été fonctionnelle. Mais que ça n'est pas un échec, une représentation. Quand on lit ces choses-là, c'est qu'on a mis ces lunettes qui nous disent échec, réussite, j'ai appris ça quand j'étais petite, le bien, le mal, etc. Logique de dichotomie, si on revient sur les croyances que j'ai évoquées tout à l'heure. Non, juste, je mets mes petites lunettes d'explorateur, je découvre les choses avec cet œil bienveillant, avec cet œil du nouveau-né, et je me dis que je vais faire un pas. Et que ce pas, c'est un peu comme quand un nouveau-né apprend à marcher. S'il ne prend pas le risque à un moment donné de lâcher la main de papa et maman, quitte à peut-être tomber, eh bien, il n'apprend pas à marcher. Et donc, c'est cette confiance-là qui revient dans, justement, ces pas qu'on va s'autoriser à faire en changeant peut-être justement de regard sur je vais y aller, je vais tenter, je vais m'autoriser à faire autrement, à avoir l'idée que ça pourra être bien et que si ça ne fonctionne pas comme j'en avais envie, je ferai autrement. Et puis, il y a aussi cette notion de valoriser ses réussites. Quand ça fonctionne, quand ça va dans le sens de là où on veut, eh bien simplement, là encore, le noter et pas simplement noter à chaque fois les fois où ça a été compliqué, ça a été dur, parce qu'on est toujours les meilleurs pour pouvoir valoriser, toujours mettre en exergue ce qui ne fonctionne pas. Encore une fois, je rappelle que valoriser ce qui fonctionne bien, ça n'est pas accessoire, c'est essentiel pour pouvoir développer cette confiance. Voilà, donc moi, ce que je voulais vous inviter à faire finalement par rapport à peut-être une problématique un peu personnelle que vous avez aujourd'hui dans cette confiance que vous avez pu perdre ou qui a pu être écornée par rapport à cette crise qu'on a pu vivre à titre plutôt personnel, mais ça peut être aussi des situations professionnelles. Quel serait le petit pas, le premier petit pas que vous pourriez vous autoriser à faire pour avancer? Même une toute petite chose. Juste prendre là maintenant le temps de vous questionner là-dessus, vous dire finalement, aujourd'hui, dans cette situation, j'ai perdu confiance dans ça, ou je n'ose plus avancer, ou je me sens bloquée là-dessus. Ok, je le note, j'observe que ça se passe. Eh bien, quelle serait la première petite chose que je pourrais envisager de faire pour repasser dans l'action ? Voilà, donc je vous propose de vous partager à vous-même cette intention et peut-être pour pouvoir le rendre encore un peu plus précis, vous donner une échéance. Ça peut être court, ça peut être long, peu importe, ça peut être d'ici demain, d'ici une semaine, selon le temps dont vous avez besoin, mais en tout cas, de vous fixer quelque chose qui pourra vous permettre de le rendre réel. Alors, dernier point avant de conclure.
et d'écouter et de répondre à vos questions. Dans cette phase, si je me situe du point de vue du dirigeant et du manager, l'enjeu va être de développer la confiance. Et en préparant cette conférence, moi, il m'est venu 2 points. La première chose, c'est d'incarner la confiance pour mettre en confiance. Et le deuxième point, c'est de responsabiliser et pour cela, de faire confiance. D'abord, incarner la confiance, mettre en confiance. Il faut bien voir que la confiance est en fait un phénomène relationnel. C'est-à-dire que l'attitude de l'autre se calquera probablement sur la mienne. Et la confiance appelle la confiance, alors que la méfiance appelle la méfiance. Ce qui pose une question pour vous, dirigeants, managers, chefs de projet qui avaient à mobiliser des équipes, c'est de dire au fond, quelles sont les sources de confiance auxquelles vous, en tant que personne, vous allez pouvoir puiser pour inspirer la confiance. Parce que vous aurez besoin d'avoir repéré ce qui vous donne de la confiance pour pouvoir faire confiance, pour pouvoir inspirer confiance. Et puis, je voulais mentionner l'importance de l'effet Pygmalion. Simplement, si votre collaborateur trouve dans votre regard de manager le même œil que celui de l'entraîneur sur son champion, alors il prendra confiance. Ça, on voit combien c'est scientifiquement prouvé que finalement le regard positif que vous portez sur une personne donne confiance. Et à contrario, la défiance que vous semblez avoir envers les autres les met dans une situation d'absence de confiance. Deuxième élément par rapport à ça, c'est au fond, pour développer de la confiance, responsabiliser et faire confiance. Premier point là-dedans, c'est encourager l'action. Rebecca l'a dit, mais j'insiste en équipe parce que en fait, la période de confinement a pu entraîner chez certains un certain retrait, une certaine passivité pour différentes raisons. D'abord parce que nos échanges sont moins fréquents, ils sont moins fluides. Les prises de décision pendant cette période, elles ont parfois pu être plus longues. Et puis pour certains, en fait, ils se sont retrouvés avec plus grand chose à faire. Une fois qu'ils avaient nettoyé leur base de données, ils se retrouvaient plutôt avec une absence de travail. Et donc, au fond, il y a une logique, une importance dans ce temps qui se joue de repartir à l'action. Et donc, là, il y a un enjeu à responsabiliser, associer les équipes aux décisions, par exemple. En tout cas, aider les personnes à passer d'une logique de passivité à une logique de contribution positive. Ne pas sous-estimer l'action, nous dit un philosophe, Charles Pépin, dont j'ai cité l'ouvrage « La confiance en soi, une philosophie », que je recommande. Il dit « Je développe de la confiance si j'ai quelque chose de concret à réaliser, une mission. » Nous sommes des homo faber, pas seulement des sapiens sapiens. Pour citer Saint-Exupéry dans Citadelle, que j'aime beaucoup, force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères. Mais si tu veux qu'ils se haïssent, jette-leur du grain. Alors, encourager l'action, certes, mais autre point très important, c'est pas de permission sans protection. Alors ça, on adore cet axiome-là, qu'on appelle les 3 P chez les coachs. C'est de dire, au fond, pour que chaque collaborateur exprime sa puissance, vous, manager, vous devez garantir l'équilibre des permissions et des protections. Les permissions, c'est ce qui en vous, en tant que manager, dit oui. C'est quand vous dites oui. C'est quand vous encouragez les initiatives, c'est quand vous soutenez la prise de risque, les actions. Là, vous dites oui, allez-y, vous donnez des permissions. Et en même temps, nos collaborateurs, surtout dans cette phase, ont besoin de protection. La protection, c'est la part de vous, manager, qui va plutôt dire non. Alors, en tout cas, celle qui va bien définir les règles du jeu, qui va définir le cadre, qui va savoir dire non, qui va savoir dire jusqu'où on peut aller, qui va donner son appui, y compris en cas d'échec ou en cas d'erreur. Et puis, le dernier point que je voulais mentionner, c'est donner de la reconnaissance SMART. C'est ce que ça veut dire, c'est qu'au fond, on sait bien que les signes de reconnaissance sont très motivants. Ne pas considérer qu'en fait, finalement, les gens, quand ils font leur boulot, ils font que leur boulot et ils sont payés pour ça. Alors, on sait que le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qui est vital. Contrairement à beaucoup de lieux de commun, vos collaborateurs sont intéressés par beaucoup d'autres choses que l'argent et la reconnaissance en particulier. Simplement, quand vous donnez de la reconnaissance, faites-le de manière smart, c'est-à-dire que vos signes de reconnaissance soient spécifiques, liés à quelque chose que vous pouvez mentionner
qui soit mesurable, qui soit authentique, qui soit réaliste et puis qui puisse s'inscrire dans le temps. Voilà, quelques points de vue pour développer de la confiance du point de vue du manager ou du dirigeant. Et je vais laisser Rebecca conclure. Oui, merci. J'espère que la connexion va tenir. J'ai des messages comme quoi la connexion est instable. Je te laisserai prendre le relais si tu vois que je disparais. Okay. Oui, donc vous l'avez compris, notre message à Charles-Henri et à moi pour conclure cette intervention, c'est que oui, la confiance, bien sûr, même dans une crise comme celle qu'on vit et puis dans toutes celles qui pourront arriver à l'avenir, comme dans celles qui sont passées, c'est possible. Faire ce pari-là, c'est possible, c'est même souhaitable puisque c'est comme cette courbe du deuil, ce qui nous permet d'avancer et de passer dans une action positive, de passer dans l'engagement vers ce qui fait sens, qui nous fait sortir finalement de ces enfermements. Et que finalement, l'exception française qu'a pointé et rappelé François Pelletier au tout début de l'intervention n'est pas du tout une fatalité. Elle est probablement le fruit de nos représentations collectives, de nos croyances, de nos apprentissages. Mais ça n'est pas en soi une fatalité si on considère qu'à un moment donné, ça devient bloquant. Les deux conditions qui nous semblent essentielles pour autant, c'est un, est-ce qu'on en a envie ? Et deux, est-ce qu'on a envie d'y consacrer de l'énergie ? Parce qu'en fait, changer, aller vers d'autres modes de faire, apprendre à faire autrement, eh bien, ça demande de l'engagement. Et l'engagement ne vient que quand il y a de la motivation. Et donc, finalement, on avait envie de finir cette intervention sur ces deux questions qu'on vous laisse chacun, les uns les autres, flotter et répondre à titre individuel et puis avec vos équipes aussi, puisque c'était les deux échelles sur lesquelles on a essayé de faire ces échos dans toute cette intervention. C'est finalement, quel est mon avantage à rester dans une logique de défiance ? Parce que face à tout changement, si je n'y vais pas, c'est que le prix à payer, je considère qu'il est trop grand. Ou en tout cas que peut-être c'est le prix que j'accepte de payer parce que ce que je refuse de quitter me semble plus confortable. Alors, juste se poser cette question de l'avantage ou de l'intérêt qui fait qu'aujourd'hui, je resterai face à la situation ou à la difficulté que j'ai à retrouver la confiance, qui ferait que je resterai dans cette démarche-là. Et puis, est-ce que j'ai envie ? Est-ce que j'ai cette énergie ? Quel serait l'intérêt, justement, ce que j'aurais à y gagner ? Est-ce que ça me donnerait suffisamment d'énergie pour pouvoir avancer dans cette nouvelle lecture de ce qui se passe ? Parce qu'en fait, la confiance, c'est un peu comme le vélo. C'est un peu dur au début, mais après, ça ne s'oublie plus. Voilà. Le mot de la fin, je laisse François. Merci Rebecca. Merci. Ça va ? On s'entend ? On s'entend toujours ? Très bien. Merci Rebecca, merci Charles-Henri. Donc on va passer aux questions. Et il nous reste, on a débordé un petit peu sur la première partie, il nous reste 20-25 minutes pour les questions. Donc toujours par l'onglet converser, bien sûr. N'ouvrez pas vos micros, gardez les micros coupés parce que sinon ça risque d'être un peu désordonné. Et donc naturellement, Rebecca et Charles-Henri voient vos questions et vont pouvoir y répondre. Voilà, pendant ce deuxième temps de cette rencontre. Alors, moi, je vais aussi regarder. Voilà. Alors, a-t-on des retours ? Déjà, merci, nous dit Isabelle à Lausanne. Voilà. François ? Oui. Comme la connexion est assez bonne, j'ai l'impression, Oui. s'il y en a qui veulent, à mon avis, poser une question en direct en désactivant le micro, ils peuvent le faire parce que ça, visiblement, ça passe assez bien, quoi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas de problème technique
n'hésitez pas. Enfin, de toute façon, il y a les deux canaux. J'aimerais peut-être, Isabelle. ouais, pour boucler par rapport à ce qui a été dit sur la situation politique en France et sur la défiance, je me demande si le vocabulaire un peu guerrier qu'on a employé et puis le fait que où l'État prend sur lui de gérer la crise n'a pas conduit justement à cet état d'anxiété et de manque de confiance et à cette spirale que vous avez décrite qui conduit à la défiance enfin, je compare ça à la situation en Suisse où en fait on a plutôt tendance à responsabiliser les personnes, avouer l'impuissance et à dire maintenant c'est à vous, c'est entre vos mains, et où on a eu beaucoup moins de contestation, d'anxiété, il me semble, hein, par rapport à la situation sanitaire qui n'était pas tellement meilleure chez nous. Rebecca, Charles-Henri, voulez-vous réagir par rapport à cela? Moi, merci beaucoup de parler de l'exemple suisse parce que tu nous apportes comment dire, une comparaison qui est à mon avis très intéressante. Je ne veux pas trop commenter politiquement ce point, mais je dirais juste nos mots disent nos mondes. Et donc, au fond, le choix du vocabulaire guerrier, par exemple, a forcément une implication sur la représentation qu'on va s'en faire derrière. De même qu'un vocabulaire plus neutre, comme on a pu le voir en Allemagne, par exemple, qui était peut-être plus technique, etc., a aussi un impact sur les représentations. Donc moi, vraiment, c'est ça qui me vient quand je t'entends. Je dis, au fond, nos mots disent nos mondes et les représentations que nous avons derrière. Donc, c'est pour ça que le choix des mots est très important. Pour compléter, effectivement, je partage ce que dit Charles-Henri. Et au-delà de ça, il y a l'élément de la façon dont ça a été présenté, hein, le vocabulaire guerrier. Mais derrière, donc ça, c'est ce qui vient de l'extérieur et qu'on va recevoir. Et donc, on peut aussi retourner la question, quelle que soit l'information, est-ce que ce mot aurait déclenché les réactions de défiance dans toutes les circonstances, dans toutes les cultures? Et c'est là où on n'est pas certain, et c'est là où nos représentations et nos automatismes de comportement sont différents, sont peut-être justement plus collectivement dans la défiance en France qu'ailleurs. On pourrait imaginer que face à un vocabulaire de cet ordre-là, il y ait une logique de corps, au contraire, hein, et c'est le cas dans certains pays. Donc, on peut effectivement, on a énormément de choses qui sont en lien avec le choix de notre président d'utiliser ce mot, mais en réaction, c'est aussi un élément culturel que de réagir en allant voir les choses telles qu'elles ne devraient pas être dans la croyance collective. Telles qu'elles ne devraient pas être, oui, c'est ça. Il y a un écart important entre ce qu'on attend et la réalité. Je me demande dans quelle mesure le discours politique n'entretient pas ce décalage. Merci pour ça, en tout cas. Un regard complémentaire intéressant. Donc, bonjour, oui. Voilà. Oui, bonjour, je voudrais, je m'appelle Étienne de la Bourdonnais. J'ai beaucoup aimé cette présentation des choses et moi je suis très attaché à cette confiance qui doit régner entre le manager et ses collaborateurs, mais je voudrais apporter un complément qui augmente un petit peu la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Cette difficulté provient du fait que nous sommes dans l'incertitude. Et donc, ça change un peu la donne. Ça change un peu la donne parce que finalement, les collaborateurs et leurs managers sont certes dans le même bateau. Ce bateau, quelquefois, tangue. Les collaborateurs ont les yeux rivés vers le capitaine et le capitaine doit se montrer exemplaire, inflexible, doit donner confiance, doit inspirer confiance, doit incarner la confiance. Mais ce n'est pas toujours facile, justement parce que nous sommes dans une période d'incertitude. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on savait ce qu'il y avait à faire, on connaissait les objectifs à donner, voilà, le chantier était immense, mais il était devant nous, on savait ce qu'il fallait faire.
Là, les choses sont un peu différentes. C'est pas comme si le choc était derrière nous, ou qu'on avait, on avait traversé une grosse tempête qui nous a éloignés les uns des autres, etc. Là, on est sur un chemin qui est jonché d'incertains, de choses qui ne sont pas encore tangibles, qui ne sont pas encore. Et donc, c'est là où le manager doit se montrer, de mon point de vue, encore beaucoup plus pétri de conviction, de culture, d'éducation pour justement dans ces moments-là redonner une confiance. Mais j'insiste sur le fait que c'est pas toujours simple. Vous nous avez donné des choses qui sont très belles, mais j'aimerais aussi vous entendre sur comment, dans cette période incertaine, avec des éléments que nous avons qui sont souvent contradictoires, comment arriver à prendre des décisions de manière sereine, tout en associant nos collaborateurs, mais en même temps face à un champ d'action qui est quand même bourré d'incertitudes. Donc pour nous, c'est pas forcément évident. Rebecca, Charles-Henri. Alors moi j'ai 3 points sur lesquels je voudrais rebondir, et puis Charles-Henri complétera. La première chose, c'est cette notion d'incertitude que tu as évoquée. Oui, on est dans une société où on aime contrôler et on déteste l'incertitude. On ne sait pas faire, on n'a pas appris. Et on a la croyance, on a en tout cas l'habitude qu'une entreprise, un manager, et même la société, c'est anticiper les risques. C'est devenu l'élément qui fonde les modèles et qui fonde aussi ce que du coup tu appelles ce modèle du manager fort qui doit incarner le cap qu'on sait devoir tenir. Pour moi, je reviens à ce que j'ai évoqué au tout début autour de l'approche de la pleine conscience. C'est aussi parfois, et cette crise, comme les autres, nous interroge dessus, savoir questionner ça, cette posture, qui est juste une posture, qui est en fait une croyance, une représentation de ce qu'il faudrait faire ou pouvoir faire. Et justement, se dire, ok, ça effectivement, aujourd'hui, c'est l'incertitude, mais si j'arrête de me dire que je devrais tout savoir, parce qu'en fait, ce n'est pas le cas, justement, comment je peux faire pour accepter cette incertitude et l'intégrer comme un élément de la donne. On a vraiment développé des modèles qui finissent par refuser cette part-là. Et je pense que ces crises nous rappellent un peu justement que nous ne contrôlons pas tout et que certaines choses nous dépassent. Et donc cette vision du manager que tu évoques, qui doit être forte, ça peut être aussi, moi je lisais un article l'autre jour, je ne sais plus dans quel magazine, qui disait pour la première fois on entend des politiques nous dire « je ne sais pas ». Et si en fait un manager fort, ce n'était pas quelqu'un qui peut simplement partager à ses équipes, comme dans une famille, je ne sais pas si vous êtes parents, moi à un moment donné j'ai dit à mes enfants je ne sais pas ce qui va se passer, et en fait plutôt qu'on essaie de me raconter des trucs que je ne perçoive pas incarnés parce qu'en fait on ne sait pas, je pense que parfois on peut s'autoriser à ça et que c'est là parfois la vraie force, c'est de pouvoir accepter ça, et pour le reste, pour les décisions qu'il faut prendre, peut-être justement se connecter à l'intuition et à des choses qui ne seront pas certaines mais qui nous sembleront les choix justes avec les éléments dont on dispose. Moi, je me suis beaucoup inspiré de Bertrand Martin, le livre « Oser la confiance » pour préparer cette visio. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est son rapport à la vérité ou à la transparence. Je ne sais pas comment on peut dire aujourd'hui, mais je pense que les gens sont prêts à ça. C'est-à-dire que la première des choses pour inspirer la confiance dans l'incertitude dans laquelle on est, c'est de dire les choses telles qu'elles sont simplement, et de savoir dire que je ne sais pas. Même je ne suis en tant que manager, comme tu le dis. La deuxième chose qui me vient, c'est j'ai adoré un article de Edgar Morin dans la revue du CNRS que je vous conseille, qui disait que voilà, ce qui fonde notre monde actuel, c'est un rapport croissant à l'incertitude, qui n'a pas attendu le Covid d'ailleurs pour ça. Et il dit quelque chose comme en fait, nous avons besoin de pouvoir naviguer à travers nos quelques îlots de certitude pour naviguer sereinement sur cette grande mer ou ce grand océan de l'incertitude.
Et c'est pour ça que j'insistais sur c'est quoi nos sources de confiance. Parce que pour naviguer dans nos sources d'incertitude, pour pouvoir donner de la confiance, il faut pouvoir se reposer, nous, managers, dirigeants, sur quelques principes de confiance qui viennent d'ailleurs. Voilà, qui viennent de choses profondes, qui sont plutôt intérieures, qui peuvent être spirituelles pour certains ou intellectuelles, mais en tout cas, qui sont des choses qui sont solides chez nous et que nous pouvons repérer. Et puis la troisième chose, je dirais, c'est je pense que ce temps est très intéressant pour justement se donner une vision. Dans l'incertitude, je pense que les entreprises, les organisations qui ont une culture de la vision et de la vision partagée, c'est-à-dire qui se mettent ensemble pour pouvoir se donner des perspectives, pour pouvoir se dire quelle est notre vocation, quelle est notre raison d'être, quelle est notre ambition, comment nous voulons, elle va incarner nos principes d'action. Ceux-là ont un temps d'avance sur les autres. À contrario, ça peut paraître paradoxal, mais je pense que c'est justement dans les moments où on est dans l'incertitude qu'il faut essayer de se doter de vision. Alors, s'il n'y a peut-être… alors nous avons un commentaire de Mathieu. Plutôt que de dire « je ne sais pas », la communication notamment vis-à-vis des CSE a été de dire « voilà l'étendue des connaissances au jour où la consultation intervient, ce qui est dit aujourd'hui peut donc être affirmé demain ». Ouais, merci beaucoup, c'est bien mieux. D'autres commentaires? En toute modestie. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Merci, bonsoir. Moi, juste une remarque, j'ai lu un article intéressant sur effectivement les différences culturelles entre les pays, et notamment entre l'Allemagne et la France. Et il parlait de distanciation hiérarchique, de différences culturelles sur ce point-là entre les deux pays, et qui se retrouvaient également en termes politiques. Et qui du coup avait beaucoup impacté les discours au sein des entreprises, mais également au niveau des politiques. Et j'ai trouvé que cet article était très intéressant sur la façon d'aborder les choses. C'est-à-dire qu'il y a un rapport beaucoup plus humain, c'est-à-dire moins sacraliser la place du manager, etc. Dans ces pays-là, par rapport à nous, on est plus dans des sociétés plus élitistes, plus hiérarchisées, et donc avec des attendus complètement différents. C'est vrai que moi, quand j'ai eu cet article, je me suis dit finalement, je vais avoir un petit côté allemand, alors que j'avais une représentation très, comment dire, voilà. mais oui, effectivement, je pense effectivement que l'authenticité, dire je ne sais pas, c'est très rassurant aussi pour les équipes. Avoir ce rapport de proximité, en fait, il faut arriver à franchir le pas. Et je vais dire que ça fait à peu près maintenant 24 ans que je suis dans la vie active. C'est même pas que j'ai franchi il y a une dizaine d'années, quoi. C'est pas non plus complètement naturel d'être dans un rapport de proximité, dans un rapport authentique aux gens, dans un rapport, parce qu'on a peur, on a une crainte en tant que manager, hein, alors qu'en fait, elle n'est pas fondée. Une fois qu'on a franchi le pas, c'est très reposant, au contraire, d'avoir ce rapport comme ça avec les gens. Merci de ce partage. Ce n'est pas naturel, je ne sais pas. En tout cas, on a appris à faire autrement. Et peut-être que c'est le retour au naturel. Oui, peut-être. Charles-Henri? Non, moi, j'ai rien à ajouter. Vraiment, je trouve. Merci beaucoup. Je partage complètement ce que tu viens de dire, Stéphanie. Merci de cet enrichissement. S'il n'y a pas d'autres réactions, donc on arrive au terme de cette webconférence. Après 1 heure et plus tous ensemble, avec plaisir. La question a été posée aussi si les slides sont disponibles. Bien entendu, répond justement Charles-Henri. Et je crois que le plus simple, c'est de nous les demander éventuellement sur le site de la section Rhône-Alpes, n'est-ce pas? Donc, je crois que c'est le plus simple, dont je rappelle l'adresse, donc rhône-alpes
info@sciencespo-alumni.fr. Voilà ce que l'on peut dire. Un dernier commentaire, Rebecca ou Charles-Henri, ou on a tout dit? Voilà, donc merci à vous deux pour ces présentations percutantes et puis à tous les participants pour ces échanges et dialogues entre Rhône-Alpes, la Suisse et diverses régions. C'est très bien, c'est très ouvert. Et je voudrais donc en conclusion souligner que c'est la force de notre réseau, justement, c'est le réseau d'alumni et interalumni, ces échanges, et d'y disposer dans ces réseaux de professionnels de qualité. Donc, n'hésitez pas, a fortiori en ces temps difficiles pour les entreprises, à faire appel à ces professionnels du réseau. Et dans le cas des cabinets lyonnais, donc Altitude Accompagnement de Rebecca Berthoz et de Némen Joumet, associé de Charles-Henri Deloy, donc des professionnels des ressources humaines que vous avez donc mieux connus ou découverts à cette occasion, des professionnels du management, des relations interpersonnelles et plus largement des professionnels du bien-être au travail, on l'a compris, de la prévention des risques socio-psychologiques et de l'accompagnement du changement. Voilà, je crois qu'on a donc dit tout ce qui était important, ou presque ce soir, donc une bonne partie en tous les cas de choses significatives. Et donc, il nous reste à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée.